se passer à Paris. Je n'insisterai pas sur les événements eux-mêmes. Je pense que vous avez tous suivi ces événements, soit pour une raison ou pour une autre, lorsqu'ils se sont produits, soit immédiatement à la sortie du Shabbat dernier. Ce sont évidemment des événements tout à fait exceptionnels. On les a comparés à un 11 septembre. On a dit que c'était comparable au 11 septembre américain, que c'était le 11 septembre français. Je crois en effet que la comparaison est exacte. Je crois qu'il ne faut pas mesurer l'importance de ces événements seulement par le nombre de victimes, mais aussi par les circonstances. Lorsque, si vous voulez, on met une bombe de très grande puissance dans une gare ou dans un métro, comme ça a été le cas à Madrid, à Londres et aussi il y a 20 ans à Paris, eh bien, c'est un attentat. Lorsque nous avons en quelques heures une série d'attentats suicides et des bandes armées qui traversent Paris, la capitale d'un des principaux pays du monde, d'un des principaux pays européens, traversent Paris et tirent au hasard sur des habitants, faisant au total 130 morts, 129 morts actuellement, 100 blessés graves, 200 ou 300, je ne sais pas exactement, blessés plus légers. Quand un phénomène de ce genre se produit, eh bien, on n'est plus dans le terrorisme, on est dans ce qu'il convient d'appeler l'hyper-terrorisme. En termes clairs, on est dans une situation de guerre. Lorsque des événements du même type se sont produits aux États-Unis en 2001, le 11 septembre 2001, l'attaque contre les tours jumelles à New York, mais aussi l'attaque contre le Pentagone à Washington, mais aussi une attaque qui finalement a échoué contre un objectif que l'on ne connaît pas, mais qui probablement était également un objectif extrêmement important. On n'était plus dans les attentats, on était passé dans l'hyperterrorisme ou la guerre. La même chose à Paris, ce n'est pas une simple attaque ponctuelle, quel que soit le nombre de morts, c'est une série d'opérations coordonnées de très grande ampleur avec un but stratégique qui n'est pas simplement de faire peur, mais qui est bien de défier un État et de montrer que l'on s'engage dans un duel à mort avec lui. Alors, ce qui est troublant à propos de ces événements, c'est que, bien entendu, on peut dire que ces événements ont été annoncés à l'avance. Ils ont été annoncés d'abord par une organisation qui s'appelle l'État islamique, qu'on appelle aussi Daesh, Daesh n'étant que l'acronyme en arabe de État islamique. Nous savons que cette organisation contrôle aujourd'hui une partie de l'Irak et une partie de la Syrie. Nous savons que cette organisation prêche l'islamisme radical et, par son dynamisme, a pris la direction de l'ensemble du mouvement islamiste radical, de l'ensemble du mouvement djihadiste. Le djihadisme, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'islam, et il y a toujours eu au sein de l'islam une sorte de concurrence entre ceux qui frappaient le plus durement les infidèles et ceux qui infligeaient les peines les plus dures aux infidèles. Plus vous frappez les infidèles et plus vous leur infligez des peines dures, plus vous apparaissez comme le leader légitime de l'islam. Les différents groupes islamistes sont en compétition
pour prendre la direction du mouvement islamiste et donc pour prendre la direction de l'islam. Donc, de ce point de vue, l'État islamique n'existe pas en tant que tel, il est une manifestation parmi d'autres d'un mouvement qui actuellement dans le monde est représenté dans beaucoup de pays différents et qui historiquement, encore une fois, a existé depuis les origines de l'islam et a existé dans tous les pays musulmans à l'époque historique moderne depuis le XIXe siècle. Cette organisation appelée État islamique a, par l'intermédiaire de son porte-parole, qui s'appelle Mohamed Al-Adnani, a formulé depuis un an des menaces extrêmement explicites vis-à-vis de la France, en recommandant par exemple à tous les islamistes dans le monde de tuer un Américain, un Français qualifié de hostile et impur, un Australien, un Canadien ou n'importe quel autre infidèle issu d'un pays qui s'est ligué contre l'État islamique. La première exhortation de ce genre date de septembre 2004, donc plus d'un an. Il y a eu ensuite des menaces répétées contre la France. Pourquoi spécialement la France? Nous essaierons peut-être un peu plus tard d'approfondir la question, mais disons simplement que la France fait partie, comme le dit Al-Adnani, fait partie des coalitions qui luttent contre l'islamisme radical. Elle lutte contre l'islamisme radical en Afrique, dans le Sahel. Elle lutte contre l'islamisme radical au Moyen-Orient. Il y a des forces françaises stationnées un peu partout au Moyen-Orient et il y a des forces françaises qui participent actuellement à la lutte contre l'État islamique en Syrie. Il y a des forces françaises qui ont été engagées enfin en Afghanistan et qui sont toujours engagées en Afghanistan. Rien que par cela, la France est un ennemi de l'islam aux yeux des islamistes et en tout cas un ennemi du mouvement islamiste. En outre, la France est considérée actuellement comme un pays particulièrement hostile à l'islam parce que la France traite mal sa minorité musulmane, ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Les islamistes entendent par là que la France prétend imposer la laïcité, sa conception de la laïcité, sa conception des droits de l'homme et notamment de l'égalité entre les hommes et les femmes à tous ses habitants, y compris les musulmans, en prenant un certain nombre de mesures consistant à imposer la loi de la République plutôt que d'accepter la charia pour les musulmans, la France se comporte en oppresseur de l'islam aux yeux des musulmans. Enfin, dernier point, la France actuelle, le gouvernement français actuel, le gouvernement de François Hollande, de Manuel Valls, de Laurent Fabius, est considéré par les islamistes comme un gouvernement pro-israélien. Je sais bien que en Israël, ailleurs dans le monde juif, on peut avoir une opinion différente, mais du point de vue des islamistes, la France est pro-sioniste parce que la France n'est pas radicalement et constamment hostile à Israël, parce que la France, par exemple, a assez longtemps milité pour renforcer les termes de l'accord passé récemment avec l'Iran sur le nucléaire, pour un certain nombre de raisons, parce que Valls a tenu des propos extrêmement philosémites, parce que Fabius
est considéré comme juif, bien que, comme vous le savez, il ne le soit nullement. Pour cet ensemble de raisons, la France est donc passe, et c'est le troisième grief qu'on peut lui faire du point de vue islamiste, pour un pays favorable aux Juifs, favorable à l'État d'Israël, favorable au sionisme. Il y a eu tout de même d'autres mises en garde, et c'est en cela que je dis que les événements qui sont produits ont été vraiment annoncés à l'avance comme peu d'événements le sont. Je mentionnerai par exemple les propos d'un monsieur très important dans la lutte antiterroriste française. Il s'agit du juge Marc Trévidic. Le juge Marc Trévidic a été chargé pendant 10 ans de coordonner la lutte antiterroriste en France. Il a quitté son poste seulement en septembre 2015, donc il y a même pas 2 mois. Et dans les derniers moments de ses fonctions, il a fait des déclarations retentissantes. En effet, en septembre 2015, il disait l'État islamique est en train de préparer quelque chose de bien plus large que ce qui s'était passé en janvier avec Charlie Hebdo et l'hypercacher. L'État islamique va frapper l'Hexagone. Le terrorisme est une surenchère, c'est ce que je vous avais expliqué il y a peu de temps. Il faut toujours aller plus loin, frapper plus fort. Il doit atteindre le prix Goncourt du terrorisme, c'est-à-dire faire quelque chose d'analogue à ce que Al-Qaïda avait réussi contre les États-Unis en faisant tomber les tours du World Trade Center. Je n'imagine pas, disait Trévidic, qu'un homme comme Abu Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'État islamiste, vont se satisfaire longtemps d'opérations extérieures de peu d'envergure. La France est facile à toucher, concluait Trévidic. Elle est facile à toucher parce que la France est considérée comme un pays démoralisé, comme c'est un pays qui ne respecte pas la moralité sexuelle, par exemple, elle est considérée comme un pays considérablement affaibli, et en même temps, c'est un pays où il y a une communauté musulmane extrêmement importante qui constitue un terreau naturel pour une 5e colonne éventuelle pouvant travailler en faveur de l'État islamique. Je voudrais conclure ces premières remarques sur le fait que les événements de vendredi étaient prévisibles. La salle du Bataclan, qui a été la principale cible avec le Stade de France des opérations terroristes de vendredi, la salle de théâtre du Bataclan était jusqu'au mois dernier, appartenait jusqu'au mois dernier à des propriétaires juifs, et le Bataclan avait traditionnellement accueilli beaucoup de manifestations communautaires juives ou beaucoup de manifestations pro-israéliennes. Si je puis me permettre un souvenir tout personnel, il y a de cela très longtemps, au moment où je préparais ma bar mitzvah à Paris, eh bien, le Bataclan louait ou peut-être prêtait au consistoire, je n'ai jamais su exactement, des salles pour préparer les groupes de jeunes garçons et d'ailleurs de jeunes filles également, à la bar mitzvah et à la bat mitzvah. Ceci remonte au début des années 60. Le Bataclan avait reçu de très nombreuses menaces et des menaces de plus en plus explicites depuis plusieurs années et en particulier au cours de l'année écoulée. Donc, résumons-nous,
l'État islamique avait annoncé des opérations d'envergure contre la France. Le juge trévidique responsable jusqu'en septembre 2015 de la lutte antiterroriste avait annoncé en septembre 2015, au moment où il renonçait, où il quittait ses fonctions, avait annoncé que quelque chose de très grave se préparait contre la France. Et enfin, la salle du Bataclan avait reçu des menaces répétées. Alors, comment analyser du point de vue de l'opinion française ce qui vient de se passer? En janvier dernier, l'assassinat de la rédaction du journal Charlie Hebdo avait créé un traumatisme national en France. Et objectivement, c'était un traumatisme beaucoup plus grave que les attentats antisémites. Pourtant, sur le plan, si l'on reste dans le terme de la comptabilité des victimes, le total des attaques antisémites en France de ces dernières années nous aurait amené à des chiffres comparables à Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo a frappé au plexus les Français parce que ces journalistes, en particulier des journalistes comme Wolinski ou Cabu, qui étaient, rappelez-vous, des hommes âgés de plus de 80 ans, ces hommes étaient un mythe national. Même les gens qui avaient détesté Wolinski et Cabu, et qui avaient détesté Charlie Hebdo, finalement, avaient de la tendresse pour eux parce qu'ils faisaient partie de la culture nationale française. Les Français ont été stupéfaits de cette agression et à partir de ce moment, ils ont commencé à comprendre que quelque chose d'extrêmement grave était en train de se produire. Les événements qui viennent de se produire, les événements du vendredi 13, vous savez que vendredi 13, c'est toujours dans la superstition occidentale un jour ambigu, certains disent un jour de chance et certains un jour de malchance. Je crois qu'il restera dans le subconscient français comme un vendredi noir. Et ce vendredi 13, Paris était en feu. Paris était en feu comme il ne l'a pas été depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut bien comprendre qu'il y a eu un couvre-feu à Paris, quelque chose d'inimaginable depuis la fin de la guerre de 1939-45. Il y a eu des scènes de guerre, des gens armés et entraînés qui tiraient dans la foule, chose que l'on n'avait pas vue depuis les combats pour la libération de Paris au mois d'août 1945. La première réaction à vif des Français, c'est ce que j'appellerais un sursaut national ou un sursaut patriotique. On a, dans certaines circonstances, notamment au Stade de France, on a pu entendre des gens chanter la Marseillaise. On a pu voir sur les lieux où se sont produits les tueries de ces derniers jours, on a pu voir apparaître des drapeaux français. Vous savez qu'en France, ce n'est pas considéré comme quelque chose de très habituel d'arborer le drapeau national. Les Français ont une certaine réticence devant cette forme de patriotisme. Et là, on a vu des drapeaux nationaux qui étaient arborés. Je crois que d'une manière plus profonde, quelque chose qui est une réplique de l'attaque contre Charlie Hebdo, mais une réplique beaucoup plus grande vient de se produire. Parce que il faut bien comprendre que les assaillants, les meurtriers, semblent avoir tous été des Français, c'est-à-dire des citoyens français, musulmans, d'origine nord-africaine, semble-t-il, mais des Français, des gens élevés en France. Les gens qui ont entendu les meurtriers donner des ordres à leurs futures victimes,
ont pu témoigner du fait qu'ils se sont exprimés dans un français parfait, dans un français de personnes nées en France. Les victimes sont françaises ou étrangères, mais sont d'une manière écrasante ce que l'on pourrait appeler des Français ethniques, en tout cas des Européens ou des personnes qui adoptent un comportement et une allure européenne. Les médias ont essayé de dissimuler cette réalité, notamment en passant en boucle quelques images de victimes qui visiblement étaient d'origine, comme on dit, qui étaient, comme on dit, issues de la diversité, mais il y a une preuve absolument accablante de cette dimension ethnique du drame. Ce sont, et on peut le trouver sur Facebook ou sur Twitter, ce sont les messages des familles ou des amis appelant la population, appelant n'importe quel contact sur Internet à donner des nouvelles de personnes disparues depuis cette soirée tragique. Et on voit, quand on regarde les portraits de ces personnes disparues, qui pour la plupart vont se révéler être malheureusement des victimes de ces tueries, eh bien, on ne voit que des Français ethniques, si l'on préfère, des Français de souche. Alors, je ne veux pas, bien sûr, trop schématiser ce qui vient de se passer, mais il est clair qu'au niveau inconscient, en pointillé, l'idée d'une guerre ethno-religieuse se précise dans l'esprit des Français. Les Français sont terrifiés par cette évolution, mais en même temps, dans la mesure où ils vont devoir faire face à cette évolution, les Français peuvent être amenés à être logiciels par rapport à ce que l'on appelle le vivre ensemble ou les relations intercommunautaires. Comme vous le savez, le gouvernement français, le président de la République, le gouvernement, les ministres ont annoncé l'état d'urgence. Alors, chaque pays a ses propres lois lorsque des situations dramatiques existent. En France, nous avons actuellement deux dispositifs au niveau de la loi. D'une part, une loi organisant l'état d'urgence qui date de 1955. Elle a été votée au moment de la guerre d'Algérie et elle est toujours en vigueur. Il est question peut-être de l'aménager et notamment de l'amplifier dans les prochains jours. Deuxièmement, il y a une autre possibilité, mais pour l'instant, on n'a pas fait allusion à cette possibilité. Cette autre possibilité, c'est l'article 16 de la Constitution de 1958. L'article 16 est une disposition qui permet au président de la République, dans des circonstances extrêmement graves, de gouverner de manière, je ne dirais pas dictatoriale, mais avec des pouvoirs spéciaux extrêmement étendus et en particulier de promulguer des textes qui ont force de loi, qu'on appelle des ordonnances, qui resteront en place assez longtemps, qui doivent être ensuite ratifiés par le gouvernement, par le Parlement, mais qui tout de même sont exécutoires immédiatement à partir du moment où le président les promulgue. Pour l'instant, il n'est pas question du tout de recourir à l'article 16, il n'est question que de la loi de 1955. En fonction de cette loi, je donne quelques mesures qui d'ores et déjà ont été annoncées ou du moins considérées par le gouvernement français.
Eh bien entendu, on a commencé une série d'interpellations, d'arrestations, de perquisitions, beaucoup plus fréquentes et nourries que ça n'a été le cas jusqu'à présent. On envisage la possibilité de recourir à l'internement administratif. Alors, l'internement administratif, c'est tout simplement la possibilité de, ou bien dans un centre d'internement, un camp si l'on veut, sans les garanties judiciaires habituelles et pour une durée qui peut être indéterminée. On a décidé de pratiquer le bouclage des frontières. La France a signé les accords de Schengen, donc en théorie, il y a une libre circulation des citoyens européens signataires de ces accords. C'est le cas de tous les pays ayant une frontière terrestre avec la France, sauf la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne qui n'est pas signataire des accords de Schengen. Comme vous savez, depuis vendredi, le contrôle aux frontières a été rétabli et il pourrait être maintenu pendant une assez longue période. On a envisagé immédiatement et de manière explicite de dissoudre des organisations attentatoires à l'ordre public, en termes clairs, de faire dissoudre des associations religieuses musulmanes, de faire fermer des mosquées considérées comme liées au djihadisme et on a envisagé également de faire expulser un certain nombre de prédicateurs proches du djihadisme, d'imams étrangers, non français, tolérés jusqu'à présent. Bien entendu, on ne sait pas, pour l'instant, le gouvernement français dit que l'état d'urgence durera au moins 3 mois. On ne sait pas combien de temps cela peut durer. On ne sait pas si la loi de 1955 va ou ne va pas être modifiée. Il va y avoir une réunion de ce qu'on appelle le Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peut-être que le gouvernement va proposer un certain nombre de mesures à ce niveau. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les débats et discussions, notamment à la télévision, qui ont suivi les événements de vendredi dernier, énormément de commentateurs ont évoqué l'exemple israélien. Ils ne l'ont pas évoqué pour dire Israël et nous, même combat. Ils l'ont évoqué pour dire Israël, c'est un autre cas d'une société qui est confrontée à un terrorisme de ce genre. Ils ont pris un certain nombre de mesures. Peut-être que sur le plan technique, nous devrions nous inspirer de ces mesures. Encore une fois, ce n'est pas l'idée d'une communauté de destin avec Israël qui est mise en avant, c'est une idée purement technique. Les Israéliens ont une longueur d'avance sur nous, sur l'organisation de la défense d'une société face à une menace terroriste d'une telle ampleur. Mais si effectivement on décide d'appliquer une stratégie de type israélien, et les premières déclarations des responsables de la sécurité en France semblent indiquer en effet qu'on a regardé de près ce qu'Israël a fait, notamment pendant la guerre des couteaux du mois d'octobre dernier, du mois dernier. Pratiquement, on voit que les autorités de la défense intérieure préconisent l'application, le démarquage des méthodes israéliennes. C'est-à-dire que, par exemple, on envisage des patrouilles mobiles circulant en permanence, on envisage d'armer certaines catégories de citoyens, on envisage
de faire appel à un certain nombre de réservistes. On envisage d'utiliser un certain nombre de moyens sophistiqués, informatiques et autres, pour que la surveillance, le fichage, la communication des informations sur les personnes suspectes soit accélérée. Il n'en reste pas moins que tout ceci pose beaucoup de soucis. Premièrement, tout simplement, est-ce que la France a les moyens de mener une pareille guerre? Est-ce que la France a les moyens d'appliquer simplement les méthodes israéliennes pour sécuriser un pays civil face à une menace terroriste généralisée? Et la réponse que donnent la plupart des commentateurs, c'est qu'actuellement, la France a à peine les moyens, ce qui est une manière gentille de dire qu'elle n'a pas les moyens. Alors, je voudrais rappeler à ce sujet certaines choses. La France a considérablement réduit ses forces de sécurité au cours des 10 ou 15 dernières années. Et en même temps, la France a multiplié des opérations militaires à l'extérieur. C'est tout à fait paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est tout de même ce que la France a fait. La France a diminué ses effectifs de sécurité. Commençons par l'armée. Il y avait environ 300 000 personnels militaires capables, d'une manière ou d'une autre, de se battre. En France, voici une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 100 000. Il y a en France un peu plus de 100 000 gendarmes. Les gendarmes, vous savez ce que c'est en France, c'est très important. C'est une sorte d'armée préposée à la sécurité du territoire. Depuis peu, elle est considérée comme relevant du ministère de l'Intérieur, alors que traditionnellement, elle relevait du ministère de la Défense. Mais l'essentiel, c'est que c'est une force d'élite, très bien entraînée, très grande qualité, qui assure l'ordre public à l'intérieur du pays. Et enfin, nous avons un peu plus de 100 000 policiers. En France, il n'y a pas de police municipale. Il n'existe qu'une seule police nationale, centralisée, placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Dans l'ensemble de la France, elle compte, cette police, un peu plus de 100 000 hommes. Au total, ça nous fait 300 000 hommes. Or, il y a seulement une quinzaine d'années, nous avions les services de sécurité, l'appareil de sécurité français comptait 2 fois plus de personnel qualifié. 300 000 hommes capables d'assurer une véritable fonction de défense ou d'ordre public pour 67 millions d'habitants, c'est très peu. Et il n'y a, contrairement à Israël, il y a très peu de disponibilité sur le plan des réserves. Il existe en France un système de réservistes, il ne touche que très peu de monde par rapport à ce qui est le cas, par exemple, en Israël ou dans quelques autres pays comme la Suisse. Il est donc très très difficile pour la France de développer un système sécuritaire analogue à celui d'Israël. D'ailleurs, preuve en soit que ce que l'on appelle le système Sentinelle, c'est-à-dire le système d'ordre public qui a été mis en place après les événements, après les massacres de janvier dernier, le déploiement de militaires ou de policiers autour d'un certain nombre d'endroits sensibles. Ces endroits sensibles sont des lieux de culte, par exemple des synagogues, mais aussi des mosquées. C'est par exemple la protection d'écoles, c'est la protection des gares, des aéroports, c'est la protection
des lieux de grande circulation collective. Eh bien, l'opération Sentinelle, qui aurait mobilisé jusqu'à 70 000 des personnels militaires français, elle est présentée clairement comme une opération, comment dire, qui surmène les effectifs engagés. Il y a eu des plaintes qui sont montées, soit des militaires, soit des gendarmes, soit des policiers engagés dans l'opération Sentinelle. Ceux-ci disaient, nous ne pouvons pas assumer la surcharge de travail qui nous est actuellement confiée. La première réaction du gouvernement aura été d'annoncer qu'on va essayer de réétoffer l'armée, puisqu'on envisage immédiatement d'engager 7 à 8 000 soldats supplémentaires. On envisage de reconstituer des bataillons ou des régiments qui avaient été fermés au cours des 15 dernières années. Mais il faut être clair, on peut recruter un soldat aujourd'hui, il faut environ 1 an au minimum pour que le soldat soit opérationnel. Donc, pour l'instant, l'appareil de sécurité français n'est pas tout à fait en état de répondre aux impératifs qu'énonce le gouvernement. Est-ce que la France a actuellement une culture de guerre? Évidemment, non. La France a été en paix depuis 1962, je veux dire la France métropolitaine, le territoire même extra-métropolitain de la République française, les départements d'outre-mer, tout cela a été en paix depuis 1962. Le service militaire est supprimé depuis 20 ans en France. La guerre, ça se passe ailleurs, ce sont des professionnels qui la font, même quand la France fait la guerre, ce ne sont pas les Français. Aujourd'hui, du jour au lendemain, les Français sont confrontés à la guerre et comme je le disais tout à l'heure, les Français ont le sentiment qu'ils expriment ou qu'ils n'expriment pas, mais qui est là, qui est sous-jacent, ils ont le sentiment que c'est une guerre qui risque d'être une guerre civile ethno-religieuse particulièrement effroyable. Alors, ceci pose la question de savoir si s'il va y avoir une rupture, une coupure entre la majorité française de souche, française ethnique, et une minorité française, mais issue de la diversité, immigrée, issue de l'immigration, et généralement professant une toute autre religion que la majorité des Français. La majorité des Français sont soit chrétiens, soit post-chrétiens, soit, on va dire, judéo-chrétiens. Là, il s'agit d'une forte minorité qui appartient, comme vous le savez, au monde musulman. Alors, je voudrais donner à ce sujet quelques chiffres pour essayer de regarder de manière réaliste le problème. Nous avons des chiffres. Il n'y a pas de statistiques religieuses en France, mais il y a des enquêtes qui ont été faites sur les musulmans français et sur leur façon d'envisager leur relation avec la France ou avec d'autres religions présentes en France.
Ces enquêtes sont nombreuses. Il y a environ une dizaine d'années que l'on mène des enquêtes de ce genre. Je crois que la plus ancienne remonte à 2008. La plus récente et par certains côtés la plus intéressante est parue il y a juste un an, le 1er décembre 2014, et elle avait été réalisée par la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, qui est un think tank indépendant de très grande qualité, spécialisé dans les études politiques. Ce que la Fondapol a pu démontrer, et ceci est extrêmement important et intéressant, ce que la Fondapol a pu démontrer, c'est que les musulmans français, qui représentent au minimum 9 à 10% de la population française, c'est l'estimation la plus basse dont nous disposons. 9 à 10% d'une population de 67 millions, ça nous fait donc près de 7 millions de personnes. Il y a des raisons de penser que ce chiffre est sous-estimé, mais nous allons nous en tenir à cet ordre de grandeur, puisque c'est l'ordre le plus bas, celui qui n'est discuté par personne. Donc, d'après la Fondapol, les musulmans français peuvent se partager en 3 groupes sociologiques. Comment est-ce qu'on repère ces groupes sociologiques? C'est très simple. On demande aux musulmans eux-mêmes, à des échantillons représentatifs de la population musulmane, on leur demande de s'auto-définir. Ce n'est pas un enquêteur qui décide de créer des catégories a priori. On demande aux intéressés de dire eux-mêmes comment ils se voient. Et d'après cette enquête, on arrive au chiffre suivant. Il y a 3 groupes en France. Il y a le groupe des musulmans très religieux, des musulmans très observants, en quelque sorte, qui à la fois sont des croyants et des pratiquants. Pratiquer l'islam, ça veut dire manger halal, ça veut dire pour les femmes respecter les codes de la décence féminine musulmane. Cela signifie, bien entendu, prier 5 fois par jour, cela signifie prier le vendredi, et cela signifie payer le zakat, c'est-à-dire l'impôt de 10% destiné aux causes musulmanes. Ce groupe-là, il y a quelques années, représentait, je vous donne les données exactes, en 2001, ce groupe-là représentait 36% des musulmans français. Aujourd'hui, en 2014, il représente 42% des musulmans français. Donc, ce n'est pas tout à fait un musulman sur 2, mais c'est près d'un musulman sur 2, et le chiffre est en train de monter. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui se décrivent comme des croyants, sous-entendu qui adhèrent à l'islam, mais qui probablement ne respectent pas intégralement toutes les obligations religieuses de l'islam. Ces croyants, aujourd'hui, sont un peu moins nombreux qu'ils ne l'étaient en 2001, et ils sont moins nombreux que les strictement observants. Ils représentent à peu près actuellement quelque chose comme 32 à 34% de la population musulmane totale. Enfin, il y a un dernier groupe qu'on appelle les Français d'origine musulmane, c'est ainsi qu'ils préfèrent se qualifier eux-mêmes. Appelons-les, si vous voulez, les musulmans assimilés. Ce sont donc des gens qui se considèrent comme français d'abord et accessoirement d'origine musulmane. En 2001, il y avait 25% des musulmans qui se décrivaient ainsi. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 21%. Donc c'est un groupe qui décline. Or, ce que l'on a pu déterminer
par ailleurs, à travers notamment l'étude de la Fondapol, c'est que plus vous êtes musulman pratiquant, plus vous tendez à avoir une opinion négative vis-à-vis des religions non musulmanes, plus vous tendez à avoir une opinion positive de l'islam militant et des causes musulmanes à travers le monde. En d'autres termes, plus ce milieu peut avoir de la sympathie ou du moins de la compréhension pour le djihadisme. Sympathie, compréhension. Il y a eu en 2014 des chiffres tout à fait perturbants. Une société britannique d'opinion publique, ICM Research, a posé des questions sur les sympathies à l'égard de l'État islamique aux musulmans de plusieurs pays européens, notamment en Grande-Bretagne, en France et en Italie. Et il s'est passé que, alors que en Grande-Bretagne, 7% des musulmans britanniques affichaient de la sympathie pour l'État islamique, alors qu'en Allemagne, la plupart des musulmans évitaient soigneusement d'afficher la moindre sympathie pour l'État islamique, 2% seulement. En France, on trouvait des chiffres tout à fait phénoménaux. 16% des musulmans français se déclaraient favorables à l'État islamique et 3% se déclaraient inconditionnels de l'État islamique. Ce qui était encore plus inquiétant, c'est qu'en France, 27% des musulmans âgés de moins de 24 ans choisissaient de se déclarer partisans ou du moins admirateurs de l'État islamique. Donc, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que ce serait tout à fait excessif de dire que actuellement, l'ensemble des musulmans français sont engagés dans une guerre civile potentielle vis-à-vis du reste de la population française. Mais que tout de même, une minorité assez importante de la population musulmane, pas tout à fait la moitié, mais près de la moitié, pourrait présenter une proximité importante avec l'extrémisme musulman, avec le djihadisme. Et quand je dis une proximité importante, une proximité allant jusqu'à la solidarité avec l'État islamique si celui-ci est confronté à l'État français. Il y a beaucoup de commentateurs qui estiment que l'un des buts des opérations actuelles, c'est de provoquer justement une radicalisation conjointe des musulmans et des non-musulmans, de rendre les musulmans de plus en plus radicaux contre les non-musulmans et les non-musulmans de plus en plus radicaux contre les musulmans. Toute situation, en effet, d'affrontement crée pour les intéressés, dans les deux milieux considérés, un réflexe d'identification avec son propre milieu, ce qui pourrait renforcer l'emprise de l'islam extrémiste, radical, sur l'ensemble de la communauté musulmane française. Nous allons terminer en envisageant les conséquences politiques et géopolitiques des événements actuels, tels qu'on peut les discerner à court terme,
il est clair que pour le président Hollande, le Premier ministre Valls et l'ensemble de la gauche française, il y a une situation de va-tout. Vous savez que lorsqu'on joue à la roulette, on décide de mettre tous ses jetons sur un numéro, c'est ce qu'on appelle le va-tout. Il est clair que si Hollande, Valls et le gouvernement socialiste réussit à susciter une union nationale autour de lui et réussit à démontrer son efficacité dans la lutte contre le terrorisme, ce sera un atout considérable pour les prochaines élections et en particulier pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, de 2017, pardon, 2017. Nous avons vu le chef de la droite classique, Sarkozy, tenir exactement le même raisonnement, mais à sa manière, puisqu'il est dans l'opposition. Donc, il joue apparemment la carte de l'Union nationale, mais en même temps, il essaie de tacler Hollande et le gouvernement socialiste et de montrer du doigt leurs insuffisances dans la lutte antiterroriste. Quant au Front National et à Marine Le Pen, bien entendu, ils jouent exactement le même jeu, mais dans leur intérêt. Ils considèrent que ce qui vient de se passer, normalement, devrait les aider à s'imposer un peu plus comme un parti incontournable en France, voire même comme le principal parti de France. Je voudrais mentionner dans une partie de l'opinion française, et quand je dis une partie, peut-être dans la majorité de l'opinion française, ce que j'appellerais une tentation de la simplification consistant à dire face à l'État islamique, nous devons oublier nos préventions anciennes et nous allier avec les Russes, l'Iran et la Syrie. Énormément de gens vous disent ça, et il y a notamment dans la droite classique des gens, et des gens connus par exemple pour être des amis d'Israël, qui disent cela sans mesurer les conséquences que pourrait avoir un tel alignement. Il y a également, et là dans une partie actuellement, provisoirement, beaucoup plus limitée de l'opinion, mais rien ne prouve qu'il en sera éternellement ainsi, il y a la tentation de la capitulation. Nous avons un certain nombre de gens qui disent, en gros, ben, ce qui nous arrive, dans le fond, c'était prévisible. Nous n'avions qu'à pas nous engager contre l'État islamique au Moyen-Orient. Nous n'avions qu'à pas soutenir Israël comme nous le faisons, puisque pour ces gens-là, la France soutient, comme vous le savez, Israël de manière systématique. Donc, capitulons, abandonnons du terrain et l'État islamique sera gentil avec nous, le terrorisme s'éloignera de nos rivages. Ce qui va se passer à terme, personne ne peut le savoir. Nous pouvons simplement insister sur le fait que l'islamisme est une idéologie mondialiste, c'est une idéologie qui a pour but la domination mondiale. Il ne peut pas y avoir de stratégie contre une des têtes de l'islamisme, contre une des branches de l'islamisme seulement. Toute stratégie contre l'islamisme doit être une stratégie globale contre l'islamisme et contre toutes ses implications. Est-ce que suffisamment de Français le comprendront? Pour l'instant, personne ne peut le savoir. On peut simplement dire que tous les logiciels qui fonctionnent actuellement ont été bien sûr mis en place à partir de présupposés totalement opposés à cette situation géopolitique, et on sait que ça prend beaucoup de temps pour changer
des logiciels politiques ou géopolitiques dans n'importe quel pays. Merci, et je suis prêt à répondre éventuellement à vos questions. Je vous rappelle aux chers participants que vous pouvez poser vos questions ou par micro, donc vous ouvrez le micro à côté de votre nom, ou par chat également. Je pourrais lire la question que vous mettez par chat. C'est à vous. Bonsoir, j'ai une question. Une question qui s'est posée beaucoup en Israël. C'est pourquoi est-ce que la France continue de la sorte d'ignorer Israël et encore maintenant on a l'impression qu'elle prend le parti des Arabes malgré le fait qu'il y ait eu une attaque aussi importante sur son sol. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est ce que j'appelle le logiciel. La politique française est dominée par un logiciel de gauche qui est anti-israélien, par un logiciel gaulliste qui est anti-israélien, par des logiciels non politiques, métapolitiques, comme par exemple le logiciel des églises, qui est pro-palestinien, parce que les Palestiniens sont considérés comme des malheureux qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de patrie, qu'il faut soutenir. Donc, cette imprégnation très profonde de la culture politique française explique à elle seule beaucoup de choses. Accessoirement, tous les gouvernements français sont en fait assez inquiets et terrorisés par la présence au sein de la nation d'une communauté qui en fait est considérée comme problématique et dangereuse, la communauté musulmane, et on considère que l'un des moyens de désamorcer la bombe politique que représente la communauté musulmane, c'est de montrer qu'on soutient la cause palestinienne. Donc je crois que c'est ces deux facteurs les plus importants, mais j'insiste tout de même sur le fait que la France n'est pas le pays le plus négatif vis-à-vis d'Israël dans l'ensemble du monde occidental. Ce n'est pas le meilleur pays, mais ce n'est pas le pays le plus négatif. Il y a une minorité assez importante en France qui continue à être très pro-israélienne, une minorité bien plus importante que la communauté juive. Elle est estimée, selon divers sondages, à 20 à 25% de l'opinion française, et il est assez important, également estimé à 20 à 25% de l'opinion, qui dit, en gros, je n'ai pas d'opinion sur le conflit israélo-arabe, ce qui déjà est une manière de ne pas reprendre à son compte la vulgate anti-israélienne. Je dirais que en réalité, la France a une attitude parfaitement schizophrénique vis-à-vis d'Israël, puisque quand vous regardez vos journaux français préférés, vous voyez en permanence page 2 des articles violents contre la politique israélienne et page 3 des articles extrêmement élogieux sur le cinéma israélien, la high-tech israélienne, voire même, j'ai vu ça, la gastronomie israélienne. Donc, je crois qu'il y a un comportement très schizophrénique des Français vis-à-vis d'Israël. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'élément pro-israélien soit amené par petites touches à prévaloir sur l'élément anti-israélien. Une autre question? Merci. Oui, bonsoir. Une question, c'est Anne. Quel est le rôle de la Belgique dans cet attentat? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont préparées en Belgique pour finalement attaquer la France.
Vous m'avez entendu? Oui, oui, tout à fait, je vous entends très bien. Écoutez, le problème de la Belgique est le suivant. C'est que, pour un ensemble de raisons, l'État belge s'est liquéfié ou désintégré. Cela tient à beaucoup de facteurs concomitants. D'une part, comme vous le savez, la Belgique n'est plus un État unitaire, elle est un État fédéral extrêmement complexe, avec juxtaposition de régions, de provinces, de communautés. Il y a donc eu une dilution de l'autorité en Belgique, et cette dilution de l'autorité est un frein à l'action normale des forces de sécurité. Deuxièmement, la Belgique a été affaiblie en tant qu'État par la présence d'un très grand nombre d'organisations internationales sur son sol, l'Union européenne d'une part et l'OTAN d'autre part. L'Union européenne et l'OTAN bénéficient d'un régime d'exterritorialité par rapport à l'État belge. Cela crée donc autant de niches possibles pour des personnes qui voudraient agir de manière illégale. Enfin, il est notoire, selon les médias belges, que ce malheureux pays souffre de corruption, souffre d'une pénétration mafieuse dans beaucoup de secteurs. Donc, quand on ajoute à cela la présence d'une très grosse communauté musulmane, une communauté musulmane qui vient essentiellement d'Afrique du Nord, qui représente pas loin de 10% de la population globale de la Belgique, donc c'est un taux comparable à celui de la France. Il y a des grandes agglomérations comme Bruxelles, où un apartheid de fait s'est installé, puisque vous avez vraiment des quartiers qui sont désormais des quartiers musulmans et d'autres quartiers qui sont des quartiers belges ethniques, avec aucune espèce de coexistence d'un quartier à l'autre. Tout ceci crée un environnement qui est favorable au réseau djihadiste. Il est beaucoup plus facile en Belgique, en quelque sorte, de naviguer en eau trouble que cela n'est possible, ne serait-ce qu'en France ou en Angleterre. Néanmoins, cela étant dit, l'État belge n'est pas totalement, il s'est un peu liquéfié et désintégré, mais il existe encore sur certains plans. La police et les organes de sécurité belges, paradoxalement, ont souvent beaucoup plus de liberté d'agir que la police et les organes de sécurité d'autres pays européens. Et en tout cas, cette police et ces organes de sécurité, quand ils agissent, se montrent très coopératifs avec les autres organes de sécurité européens, notamment avec les organes français. Donc d'un côté, la Belgique est en quelque sorte un pays rêvé pour les opérations des mafieux ou des terroristes de tout ordre, mais d'un autre côté, la Belgique est aussi un pays extrêmement coopératif quand il est nécessaire de monter certaines opérations contre des mafieux ou des terroristes. Je fais une pause avec des questions sur le chat. Je vous indique également que vous avez la possibilité de lever la main, pas à côté du microphone. Vous avez une option pour lever la main. Donc c'est aussi une option pour vous. Vous pouvez appuyer dessus et après on pourra vous interroger pour les questions. Oui, Shemla, j'ai vu votre question. Je vais la lire par chat. Alors voilà, Shemla nous pose quelques remarques et pose une question. Elle nous explique que le discours et le débat au Congrès cet après-midi étaient affligeants et d'une grande médiocrité. Gilles Kepel a déclaré ce soir que les dirigeants politiques ne comprennent rien à l'islamisme et au djihadisme. Et elle pose comme question, ainsi qu'une autre personne que Debomik, nous pose la question et nous dit
Quel est le risque imminent d'une guerre civile? La guerre civile est-elle évitable? Alors, en ce qui concerne l'observation sur le niveau affligeant des débats au Congrès, cela correspond à ce que je disais il y a un instant sur les logiciels totalement obsolètes qui paragitent totalement la vie politique française. Là, il y a une question tout à fait fondamentale. Tant qu'elle ne sera pas résolue d'une façon ou d'une autre, nous serons condamnés effectivement à des débats d'une très grande médiocrité, ou pour parler encore plus brutalement, de débats totalement à côté de la plaque et totalement à côté de ce que souhaitent les Français. Sur le risque de guerre civile, je pense que c'est un risque très réel. Il est très réel parce que si les musulmans représentent 10% de la population française au minimum, ils représentent une proportion beaucoup plus élevée des jeunes Français. Plus on descend dans les classes d'âge, plus la proportion de Français issus de la diversité augmente. Donc, nous n'avons plus 10% de musulmans ou de personnes issues de la diversité chez les moins de 24 ans, par exemple, mais nous avons en moyenne nationale quelque chose comme 25%. Et il y a certaines régions en France, notamment certaines régions urbaines, où on monte à 50%. C'est le cas de l'agglomération lilloise. Malheureusement, comme tout le monde le sait, la guerre se fait avec des hommes jeunes. Faire la guerre, c'est très spécial. C'est tuer, mais c'est aussi courir le risque d'être tué. Et il n'y a que les hommes jeunes qui, en général, le font. Quelques femmes jeunes également, mais beaucoup plus d'hommes jeunes. C'est une réalité en quelque sorte biologique. Donc, il faut savoir que si une situation de chaos, de guerre civile s'instaurait en France, sur la base ethno-religieuse, il ne faut pas raisonner en termes de 10% contre 90%, il faudrait raisonner en termes de 30% contre 70% et en fait 50% contre 50%. C'est une perspective qui est extrêmement sombre, c'est le cauchemar en fait de tous les dirigeants français. Certains disent nous devons éviter cela absolument, certains disent nous devons faire quelque chose avant que cela n'éclate, et tant qu'il est encore possible de gagner la guerre. Nous devons livrer la guerre avant qu'elle n'ait éclaté pour pouvoir la gagner. En tout cas, c'est une réalité qui est là, qui est inscrite dans la démographie et qui est extrêmement perturbante. Dominique, je vous laisse la parole. Dominique, c'est à vous. Oui, bonsoir. Alors, justement, je rebondis sur cette idée de guerre civile, une idée très sombre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre alternative, qui est peut-être tout aussi sombre finalement, qui serait une espèce de mort lente de la société française à cause d'un inconscient collectif de soumission qu'on aurait cultivé depuis des années déjà, et qui fait que, on abandonne notre culture, on abandonne nos références, on abandonne nos valeurs tout doucement, et puis on les remplace par des fantasmes de vivre ensemble, etc. Et qui fait que cette guerre a déjà été perdue, et qui fait qu'on a déjà vaincu. Alors le scénario que vous évoquez, c'est celui que décrit Michel Houellebecq dans son roman Soumission. C'est un scénario très sérieux, tout à fait digne d'intérêt. Mon sentiment personnel,
est qu'il y a un réveil dans l'opinion française. Et que c'est un réveil qui va bien au-delà, par exemple, de la montée du Front National. C'est un réveil qui touche tous les secteurs de l'opinion française. Des amis catholiques m'ont dit que, après des années de déclin, ils constataient actuellement que un peu partout en France, les églises étaient remplies le dimanche. Pourquoi? On peut évidemment penser qu'il y a un réveil religieux en tant que tel dans le milieu catholique français, mais on peut penser aussi qu'il y a un réveil identitaire et que l'une des manières de se retrouver, disons, entre Français ethniques est d'aller à nouveau à l'église le dimanche. Je crois que les milieux de gauche qui ont été quand même extrêmement bouleversés par l'assassinat de la rédaction de Charlie Hebdo en janvier dernier, ont été également extrêmement choqués par les massacres de vendredi dernier. Ce sont des massacres qui touchaient un mode de vie, vous savez, un concert de rock, les restaurants, les terrasses de café, un mode de vie qui était plutôt mis en valeur dans une certaine culture de gauche en France, une certaine culture hédoniste en France. Donc, je pense que toutes les implications inconscientes de ces chocs ne se sont pas encore traduites sur le plan national, mais que la possibilité d'un réveil, à mon sens, existe tout à fait. Vous savez qu'après les événements de janvier dernier, la foule parisienne a applaudi l'armée et les forces de police dans Paris. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire par rapport à toute une culture anti-flic et anti-militariste qui date de Brassens, de Prévert, etc., qui fait partie, semblait faire partie de manière indélébile de la culture populaire française. Je crois qu'il y a exactement la même chose qui est en train de se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français découvrent qu'ils ont besoin d'une police, qu'ils ont besoin d'une armée, qu'ils ont besoin de gens capables de tuer les gens qui les tuent, qu'ils ont besoin de frontières fermées, qu'ils ont besoin de contrôle, de passeport, de vérification. Donc, au niveau plus profond dans la nation française, et ceci, je pense, aura fatalement des conséquences. Il y a quelqu'un qui a bien vu cette évolution, sauf qu'il l'a vu du point de vue, justement, de l'islam. Je parle de Emmanuel Todd. Emmanuel Todd est l'un des pires intellectuels de gauche en France. Il a écrit un pamphlet il y a quelques mois sur l'effet Charlie, dans lequel, en gros, il prétendait que les foules qui s'étaient recueillies en janvier dernier après le massacre de Charlie Hebdo étaient des foules racistes, bigotes, repliées sur l'exclusivisme chrétien. Évidemment que ces propos sont des propos complètement délirants et abjects. Mais ce qui est vrai, c'est que la foule
qui avait manifesté après le massacre de Charlie Hebdo, c'est une foule où pour la première fois, énormément de gens en France se retrouvaient, des gens de droite et des gens de gauche, des gens qui étaient des admirateurs de Charlie Hebdo et des gens qui n'avaient pas été des admirateurs de Charlie Hebdo. Donc les gens, pour la première fois, depuis très longtemps, se retrouvaient ensemble. De ce point de vue-là, bien qu'il l'ait exprimé de manière totalement abjecte, Emmanuel Todd a pu avoir raison. Merci beaucoup. On finira par une dernière question qui recentre un petit peu le débat sur la communauté juive. Et c'est Noémie qui nous pose la question. Je retrouve la question. Noémie. Elle nous dit quand sera la prochaine attaque de Daesh sur le sol français et que va-t-il se passer, à votre avis, pour la communauté juive de France? Écoutez, malheureusement, je commencerai par dire que la communauté juive sait qu'elle est une cible, qu'elle est l'une des principales cibles de l'extrémisme islamiste. Les autorités françaises, Manuel Valls, ont déclaré que le risque de réplique au sens géologique de ce qui vient de se passer était élevé. Les répliques, dans le cas d'un tremblement de terre, c'est quand, après une secousse dans un endroit, une autre secousse se produit dans un autre endroit situé plus ou moins sur la même ligne de faille. Donc, si les autorités le disent, c'est probablement qu'elles ont leur raison d'être pessimistes. Donc, je pense que beaucoup de juifs français s'interrogent aujourd'hui sur l'avenir de leur communauté. Les juifs français savent très bien que si, par exemple, ils émigrent en Israël, ils vont au-devant d'un certain nombre de risques, mais si vous voulez, la différence, c'est de courir des risques au milieu d'une société qui est décidée à se défendre, ou de courir des risques au milieu d'une société dont on n'a pas la conviction absolue qu'elle est décidée à se défendre. Je crois donc qu'il est possible que le mouvement d'émigration des Juifs de France et le mouvement d'émigration vers Israël, d'Aliyah, pourrait être intensifié par les événements actuels. En tout cas, les Juifs français savent qu'ils sont tout à fait dans la ligne de mire de celui qui est à la fois leur ennemi, et nous le voyons clairement aujourd'hui, l'ennemi de la nation française tout entière. Un grand merci. Un grand merci à vous tous, à tous les participants. Vous avez posé des questions, on a eu des réponses grâce à M. Gerfinkel. On se retrouve tous les lundis soirs. C'était ce soir exceptionnel, un cours sur les événements qui ont lieu en France. Mais tous les lundis soirs, nous avons rendez-vous avec M. Gerfinkel en direct. Retour aux racines du conflit israélo-palestinien. C'est de ça qu'on a commencé à parler déjà des 2 conférences précédentes. On avait fait une introduction et puis le cours précédent était également très intéressant. On a parlé des réfugiés aussi bien palestiniens que israéliens à l'époque de la guerre de 48. Et donc on vous invite lundi prochain à continuer de suivre cette série de cours avec M. Gerfinkel. Quant à moi, je suis responsable de l'ILMOD. L'ILMOD, c'est tous les soirs des cours. Le dimanche soir, on a par exemple le Rav Atoun qui nous parle de Manitou, de Rav Noah Ashkenazi. On a également par exemple le mardi soir, on a un cours avec le Rav Eli Kling qui nous parle de Adam Avraham. On a mercredi et jeudi soir un cours sur la famille ou sur le couple. Et le jeudi soir, on a un nouveau cours très sympathique, une nouvelle approche de la paracha. Chaque jeudi soir, une petite heure pareille, interactive, où vous posez vos questions sur la paracha et chaque fois avec un nouvel orateur, une nouvelle personne d'Israël
ou d'ailleurs, qui vous répond à vos questions sur la paracha. Voilà, on me demande la question des replays. Effectivement, tous nos cours sont enregistrés sur le site, donc fr.linmod.org. Voilà, merci à vous tous, c'est un grand plaisir. Et on s'excuse pour les problèmes techniques au niveau de la caméra. Je vous promets, si Dieu veut, la semaine prochaine, on pourra voir M. Gerfinkel du début jusqu'à la fin, comme il se doit. Toda Rabba à vous tous, merci beaucoup. Voilà, pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.linmod.org. Toda Rabba. Merci et bonsoir.